Merci encore, donc, Monsieur Bittard, d'avoir accepté notre invitation. Je pense que nous ne pouvons pas coller au plus près de l'actualité qu'avec cette conférence aujourd'hui, donc sur la question d'Israël et la question palestinienne à l'heure de la guerre avec l'Iran. Vous allez essayer de nous détricoter le sujet. Pour vous présenter en quelques mots, donc vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, chercheur associé à l'Institut des Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, donc, que vous connaissez, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis. Vous intervenez également à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, au Liban. Et vous êtes donc reconnu pour vos analyses des dynamiques géopolitiques régionales, l'étude des relations internationales, transformation politique du monde arabe et des enjeux stratégiques contemporains. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre, je vous laisse compléter si j'ai oublié des choses. Vous pouvez noter les coordonnées. Alors oui, petite précision, la conférence est enregistrée et vous partagerez le diaporama à partir de la semaine prochaine, le temps de lui laisser le week-end pour remettre certaines choses à jour. Voilà, il y a des petites... Alors, vous vous étonnerez pas, vous me disiez il y a des petites informations en anglais, mais voilà, il vous les remettra en français, puis on expliquera, ça sera expliqué en français. Je vous laisse tout de suite la parole, et donc il y aura bien évidemment un temps de questions-réponses, mais on vous demande juste de regarder l'heure et d'essayer de libérer Monsieur Bittard à 16h. Merci à vous encore et très bonne conférence. Merci. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci pour votre accueil. Je suis heureux d'être avec vous à Versailles, malgré l'actualité particulièrement douloureuse. C'est une région du monde que je connais bien. Je suis né au Liban, j'ai à peine dépassé les 50 ans et pourtant c'est le 7e ou 8e épisode de guerre de ce type que je vis. Parfois à Beyrouth, parfois coincé à Paris, parfois entre les deux. Donc nous avions initialement prévu, lorsque nous avons programmé cette conférence il y a quelques mois, de nous focaliser sur la question d'Israël et de la Palestine après le 7 octobre. Mais en discutant ces derniers jours avec Christophe Courceau et l'équipe, nous avons pensé que ce serait vous laisser sur votre faim que de ne pas mentionner l'actualité immédiate qui va avoir des répercussions directes sur Israël, sur les Palestiniens, sur tous les pays voisins. Mon pays natal, le Liban, est actuellement embourbé dans cette guerre où il a été entraîné malgré lui. Les pays du Golfe, qui pensaient être un oasis de stabilité, comme les Émirats arabes unis, sont eux aussi frappés très fortement. Donc, quelle que soit l'issue de cette guerre, nous assistons à un changement paradigmatique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté hier, pour coller à l'actualité, une série de slides sur l'Iran, dont certaines sont en langue anglaise. Nous commencerons par cette guerre qui se déroule, le déclenchement. Ça fait déjà presque 2 semaines. Je pense que nous sommes au 13e ou 14e jour. Quel premier bilan peut-on en faire? Est-ce que le régime est sur le point de s'écrouler ou est-ce qu'il a encore de la ressource? J'essaierai d'analyser les différents paradoxes iraniens qui détermineront l'issue de ce conflit, car c'est un pays particulièrement polarisé et particulièrement marqué par certains traumatismes historiques qui peuvent expliquer la réaction de certains acteurs, que ce soit sur place ou dans la diaspora iranienne. Nous en viendrons alors à ce qui était initialement prévu, Israël et la Palestine, mais nous les aborderons sous l'angle des répercussions que va avoir cette guerre, parce que aucun pays de la région ne sortira indemne et tous devront revoir leurs calculs en matière de politique extérieure et en matière de politique intérieure. Donc nous tenterons de réfléchir aux répercussions sur la politique intérieure et extérieure d'Israël, aux répercussions sur la question palestinienne. Nous nous interrogerons sur l'idéologie ou l'absence d'idéologie ou l'impulsivité qui ont conduit au déclenchement de cette guerre. Est-ce qu'il y a une doctrine Trump, comme on parlait naguère de la doctrine Truman, de la doctrine Eisenhower, etc. Ou est-ce qu'on est plus dans une réaction des intérêts économiques à protéger, une volonté de marquer son époque, de réaffirmer la puissance américaine?
Et nous conclurons par évoquer ce changement majeur dans l'histoire du Moyen-Orient, car on peut déjà considérer, après 2 semaines de guerre, que 2026 entrera dans l'histoire du Moyen-Orient au même titre que 1967, la guerre des 6 jours, 1973, la guerre de Kippour, ou bien évidemment le 7 octobre. C'est un tournant tout aussi important. L'Iran est un pays qui fait 93 millions d'habitants et qui est aussi large que l'Europe occidentale tout entière. Qui a un réseau d'alliés régionaux ou de proxy, comme on les appelle, qui est particulièrement actif. Donc les répercussions seront régionales et également mondiales. Ce qui marque notre époque, vous le constatez tous les jours, c'est que nous vivons dans un monde marqué par une stupéfiante interdépendance. On nous avait dit depuis déjà une dizaine d'années que l'Amérique n'est plus dépendante du gaz et du pétrole des pays du Golfe parce que, comme vous le savez, elle a accédé à l'indépendance énergétique qui était longtemps un Graal grâce au gaz de schiste, au fracking, au forage au large de l'Alaska ou ailleurs. L'Amérique est aujourd'hui devenue un exportateur. Donc théoriquement, elle n'est plus dépendante des ressources énergétiques du Golfe. Mais comme nous vivons dans un monde marqué par cette interdépendance, la prospérité américaine dépend, peut-être pas des ressources du Golfe, mais dépend toujours de la prospérité chinoise, qui, eux, sont plus que jamais dépendants et sont de grands importateurs de gaz et de pétrole en provenance d'Iran ou de certains autres pays du Golfe. Donc les répercussions de cette guerre seront planétaires et cette guerre aura un impact, vous le constatez déjà aux stations d'essence et nous le constaterons peut-être dans bien d'autres secteurs de l'économie et il ne faut pas non plus sous-estimer le risque de répercussions sécuritaires. Je pense que certains d'entre vous se rappellent des attentats des années 1980 qui avaient frappé la capitale parisienne et qui étaient parfois commandités par l'Iran à travers toutes sortes de groupuscules. Donc aujourd'hui, le régime iranien considère qu'il est face à une menace existentielle et face à cette menace existentielle, il semble avoir lâché la bride à tous ses alliés régionaux, demander au Hezbollah d'entrer en guerre contre Israël. Il y a encore les Houthis au Yémen qui sont particulièrement radicaux, mais qui ne se sont pas encore mobilisés, et les milices chiites irakiennes qui pourraient également entrer dans cette marche funèbre. Donc comme en 1 heure, il sera très difficile d'aborder toutes les questions, je vous ai mis mon email et mon nom sur Twitter. Si vous avez d'autres questions ou sur LinkedIn, n'hésitez pas à me contacter par la suite si vous voulez poursuivre cette discussion, car il y a tellement de sujets à aborder que nous allons forcément devoir passer rapidement sur certains d'entre eux. Donc, lorsque nous... très rapidement, cette guerre a commencé il y a 2 semaines. Les prétextes qu'a donné le président américain pour le déclenchement de sa guerre ont varié, comme vous l'avez vu, 4 ou 5 fois. On nous a dit initialement qu'il y avait un risque que l'Iran se dote de l'arme nucléaire en moins de 2 semaines, ce qui a été très vite démenti par les services de renseignement américains eux-mêmes qui disent non, nous n'avons pas d'informations, comme quoi dans 2 semaines l'Iran aura la bombe atomique. C'est vrai que depuis la rupture des accords de 2016, l'Iran avait commencé à reprendre son programme, mais ils étaient quand même encore loin d'accéder à l'arme nucléaire. Il y a également des menaces, un certain alarmisme. On a entendu certaines voix américaines nous dire qu'il y a un risque que des missiles interbalistiques ne finissent par toucher Washington DC. Et là aussi, les experts militaires étaient dubitatifs. Ce qui fait que beaucoup se posent la question de savoir si cette guerre n'a pas été déclenchée à nouveau sur des prétextes quelque peu fallacieux, comme celle de 2003 qui avait déclenché la guerre d'Irak. Cette guerre d'Irak qui avait eu des conséquences assez désastreuses pour l'ensemble de la région. Je rappelle, pour faire bref, près de 4500 soldats américains y ont laissé leur vie.
près d'1 million de civils américains, selon les études des journaux, des études épidémiologiques du journal britannique The Lancet et l'étude de Oxford Research Group, 1 million de victimes civiles. Les minorités religieuses ont été décimées, plus que décimées, on peut dire aujourd'hui que les chrétiens en Irak, qui étaient présents sans interruption dans ce pays depuis Jésus-Christ, 85% d'entre eux avaient quitté l'Irak suite à l'invasion américaine, avant même l'émergence de l'État islamique en 2014-2015. Donc vous voyez que parfois une administration américaine qui est formée en partie de chrétiens évangéliques qui proclament du moins ouvertement vouloir protéger les minorités religieuses dans le monde arabe, finissent par leur politique par entraîner l'exil de ces minorités qui se retrouvent souvent être le maillon faible. Le cas de l'Iran est encore plus complexe que celui de l'Irak, parce qu'une autre conséquence, j'ai évoqué quelques conséquences humaines et de la guerre d'Irak, mais du point de vue géopolitique, la principale conséquence, ça a été paradoxalement la montée en puissance de l'Iran. Les Iraniens ont profité, comme des joueurs d'échecs, des erreurs commises par les Américains lorsque l'Amérique a été frappée par les attentats du 11 septembre. Elle a déclenché cette guerre globale contre le terrorisme, comme ils l'appellent, et envahi l'Afghanistan puis l'Irak. Donc l'Iran s'est retrouvé débarrassé de deux adversaires historiques à l'est et à l'ouest, et l'Iran a commencé à rêver à s'étendre vers la Méditerranée à travers l'influence qu'elle avait regagnée en Irak, puisque les Irakiens sont majoritairement chiites à 66%, avec l'alliance entre le régime iranien et le régime syrien de Bachar el-Assad et le Hezbollah et également les chiites du Bahreïn. Donc l'Iran a considérablement profité du fiasco américain en Irak. Quelques images pour évoquer l'Iran d'aujourd'hui, pour comprendre quels seront les déterminants qui vont expliquer le succès ou l'échec de cette intervention militaire. L'image que nous voyons en général dans les médias, c'est celle-ci, avec cette expression que vous connaissez, le régime des mollahs. Donc là, vous avez l'ayatollah Khamenei, qui n'est plus de ce monde, avec certains autres mollahs. Mais déjà, depuis 2 ou 3 ans, les spécialistes de l'Iran nous disaient que la théocratie, les théocrates avaient été quelque peu marginalisés par les gardiens de la révolution iranienne, qui sont environ 275 à 300 000, qui sont des militants purs et durs, radicaux, qui contrôlent non seulement l'appareil militaro-sécuritaire, mais aussi plusieurs secteurs de l'économie iranienne, et des milices auxiliaires, des jeunes, souvent une sorte de voyoucratie qu'on appelle les Basiji, qui sont en charge, grosso modo, de réprimer, de mater les manifestations pacifiques qui peuvent émerger. Donc, le paradoxe qu'observent les politistes, le premier paradoxe, c'est que cette république islamique qui est née en 1979 de la révolution qui a fait tomber le Shah d'Iran, a donné naissance 47 ans après à l'une des sociétés les plus sécularisées, pas seulement du Moyen-Orient, mais de l'ensemble du monde musulman. Sécularisé, c'est-à-dire que vous avez de moins en moins de gens dans les mosquées, beaucoup d'Iraniens se détournent pas seulement de l'islam politique, mais de la religion elle-même. Les équipes d'Olivier Roy à l'Institut universitaire européen de Florence ont également étudié les conversions. On voit des gens se convertir au zoroastrisme, parfois au christianisme, ça reste marginal, mais c'est quand même un signal que face à la théocratie, la société iranienne est allée dans un autre sens et aujourd'hui, la sécularisation domine. On considère même, on n'a pas de statistiques forcément très fiables, mais on considère que 20% des Iraniens se proclament athées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux rejettent pas uniquement la République islamique, mais rejettent la religion elle-même, précisément parce qu'ils ont vu les dégâts
lorsqu'il y avait cette confusion du temporel et du spirituel à la tête de l'État. Mais derrière cette image des mollahs, il y a une autre image qui avait frappé l'attention de Barack Obama en 2015 et qui avait joué un rôle important pour inciter Obama à ouvrir des discussions sur le nucléaire avec le régime iranien. Cette image, c'était celle du gouvernement de l'époque, dirigé par un président réformateur, toujours entre guillemets, parce qu'il fonctionne à l'intérieur d'un régime, mais en tout cas perçu comme réformateur ou modernisateur. Et le journal Foreign Policy avait eu l'idée de mettre sur une photo, non pas le portefeuille qu'ils détiennent, les ministres, mais qui est à l'industrie, qui est aux affaires étrangères, qui est à l'agriculture, mais ils ont mis les universités dont ils sont diplômés. Et vous voyez la phrase en haut, il s'est avéré que l'Iran avait le plus grand nombre de diplômés dans son gouvernement, de diplômés des grandes universités américaines de tous les gouvernements du monde. C'est-à-dire que la quasi-totalité des ministres iraniens étaient diplômés de MIT, qui est l'une des plus prestigieuses universités américaines, de San Francisco, de Denver, de Caltech, de Berkeley, etc. Donc ça, c'est également un paradoxe. Certains vont très vite vous dire mais il y a énormément d'hypocrisie, c'est ce même régime qui crie mort aux États-Unis, mort à l'Amérique, et leur rêve, c'est d'envoyer leurs enfants faire leurs études aux États-Unis. Ce à quoi les Iraniens vous répondent, pas du tout, nous faisons la part des choses, nous pouvons apprécier les universités américaines, la science, le cinéma américain, la littérature américaine, mais nous avons un vrai problème avec la politique extérieure des États-Unis parce que nous la considérons comme agressive, comme soutenant certains régimes de la région qui nous sont hostiles, les monarchies du Golfe, Israël, etc. Donc vous avez ces deux facettes de l'Iran. D'un côté, la vitrine, ces fameux mollahs qui sont censés détenir le pouvoir, mais derrière l'émergence d'une société sécularisée, occidentalisée, ouverte sur le monde. Donc, premier paradoxe iranien, la République islamique, la révolution de 1979, a produit, près de 5 décennies plus tard, la société la plus sécularisée, probablement de l'ensemble du monde musulman. Le deuxième paradoxe iranien, c'est précisément que cette occidentalisation cohabite avec la rémanence d'une rhétorique anticoloniale, anti-impérialiste, parce que les Iraniens ont été très marqués par toute une série d'interférences étrangères dans leur pays depuis le début du XXe siècle, parfois pour promouvoir des intérêts économiques américains, parfois dans le cadre de la guerre froide. Et l'un des principaux traumatismes pour eux, c'était le coup d'État de 1953. C'est une date marquante dans l'histoire de l'Iran. Ce qui s'était passé à l'époque, c'est qu'il y avait un président démocratiquement élu qui s'appelait Mohamed Mossadegh, qui était un modéré, un social-démocrate, un patriote iranien, qui avait fait ses études en France. Il était diplômé de Sciences Po et était docteur en droit. Mais il a eu la drôle d'idée de vouloir nationaliser le pétrole et le gaz de son pays. Donc de vouloir reprendre le contrôle de ce qui s'appelait à l'époque l'Anglo-Iranian Oil Company, qui est l'ancêtre un peu de British Petroleum, qui est un peu l'équivalent britannique de Total, donc la grande entreprise pétrolière. Donc cette velléité qu'a exprimé ce président démocratiquement élu de nationaliser le gaz et le pétrole a très vite entraîné une réaction américano-britannique et ils ont lancé ce qui est connu sous le nom d'opération Ajax. C'est un coup d'État fomenté par la CIA et les services britanniques, le MI6, pour faire tomber ce président Mossadegh et le remplacer par Reza, le père du prétendant actuel, par le Shah d'Iran. Pour les Iraniens, c'était un vrai traumatisme qu'ils n'ont pas oublié. Et en partie, la révolution de 1979 était une réaction à ce coup d'État de 1953. Donc nous avons tendance à oublier un peu rapidement les erreurs géostratégiques que commettent nos gouvernements occidentaux. Les Iraniens ne les oublient pas.
Et il aura fallu attendre 2008 pour que Barack Obama, dans son discours du Caire, lorsqu'il a été élu président de la République aux États-Unis, présente enfin ses excuses au peuple iranien, reconnaisse officiellement que c'était en effet les services américains qui avaient fomenté ce coup d'État, et c'était dans le cadre de sa politique voulant ouvrir une nouvelle page avec le reste du monde après les années Bush. Mais dans l'inconscient collectif des Iraniens, cette expérience reste marquante. C'est pour ça qu'ils craignent toujours que des interventions extérieures ne viennent installer au pouvoir un pantin qui serait manipulé par les États-Unis ou autres, qui céderait les ressources du pays, et ils y voient une atteinte à leur dignité nationale. Donc même les Iraniens qui sont les plus hostiles à leur régime ont également cette fibre nationaliste très marquée. C'est le troisième paradoxe iranien. D'un côté, vous avez une opposition massive au régime des mollahs. Là aussi, la plupart des études, des sondages nous disent que près de 85% de la population iranienne rejette les politiques du régime. Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils sont prêts à accepter un nouveau leadership qui leur serait imposé par la force, par des puissances étrangères. Donc il y a ce phénomène que les politologues appellent « rally around the flag phenomenon », c'est-à-dire un ralliement autour du drapeau. Pendant la guerre des 12 jours, on a vu un peu de ça. C'est-à-dire même ceux qui avaient manifesté précédemment contre le régime, qui étaient très hostiles, n'étaient pas forcément en faveur des frappes américano-israéliennes. Alors là, l'un des facteurs qui va déterminer l'issue de cette guerre, c'est qu'on note quand même un glissement depuis la guerre des 12 jours jusqu'à la guerre qui se déroule sous nos yeux. C'est qu'entre-temps, il s'est passé, il y a 1 ou 2 mois, comme vous avez pu le suivre, des manifestations pacifiques qui ont été très violemment réprimées par ce régime. On n'a pas les chiffres exacts, mais c'est au moins 7000 morts, peut-être 30 000, en moins de 48 heures, qui ont été liquidés parce qu'ils manifestaient à main nue contre un régime tyrannique. Et ce qui a encore plus choqué les Iraniens, c'est qu'après, lorsqu'ils devaient récupérer les cadavres des membres de leur famille, on leur demandait de payer des sommes astronomiques, parfois 2 ou 3 ans de salaire, ou alors ils devaient signer une fausse attestation disant que je reconnais que mon fils fait partie des bassiges des milices pro-régime. Pourquoi les Iraniens faisaient ça, le régime? Pour accréditer l'idée que ces manifestations populaires étaient fomentées de l'étranger. Donc vous voyez, le traumatisme que j'évoquais de 1953 et tant d'autres fait que ce régime est devenu paranoïaque et voit dans toute manifestation de colère la main de l'étranger. Mais je dis qu'il est devenu paranoïaque. Vous connaissez peut-être la phrase de Woody Allen qui disait « c'est pas parce qu'on est paranoïaque que personne ne nous veut du mal. Il y a peut-être véritablement des agents de l'étranger parmi ces manifestants ». Et les Américains et les Israéliens ont commis l'erreur de ne pas trop cacher cela. Ils ont posté sur les réseaux sociaux « oui, nous sommes aux côtés du peuple iranien, nous avons des agents sur place et dès que vous vous révolterez, nous essaierons de vous aider ». Donc cela donne du grain à moudre à la propagande du régime qui cherche à présenter tous ses adversaires, tous ces manifestants pacifiques comme des instruments entre les mains des États-Unis ou d'Israël, les 2 adversaires historiques du régime iranien. L'idée de Barack Obama, derrière cet accord nucléaire de 2016, les gens se demandaient pourquoi, après une hostilité qui a duré 40 ans, déjà on était déjà à 40 ans, un accord avec l'Iran, parce qu'il a compris que pour que ces jeunes technocrates occidentalisés, sécularisés, puissent finir par l'emporter sur les mollahs, il fallait faire un accord économique, les empêcher d'accéder à l'arme nucléaire, ce que cet accord avait réussi à faire, le fameux JCPOA, comme on l'appelait, qui n'était pas un accord bilatéral américano-iranien, qui était un accord qui impliquait les 5 membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne. Donc la France, l'Europe, les Chinois étaient également partie prenante.
l'idée était de contraindre l'Iran donc de renoncer à son programme nucléaire, et les Iraniens ont en effet fait un grand nombre de concessions sur le nombre de centrifugeuses, sur l'uranium enrichi. En contrepartie, l'Amérique a décidé de lever les sanctions. Pourquoi il voulait lever les sanctions aussi rapidement, Barack Obama ? D'abord parce qu'il s'est dit que dans ce pays qui faisait déjà 90 millions d'habitants, c'est un énorme marché pour les entreprises occidentales. Ensuite, cela permettrait de créer une sorte de démocratisation économique qui pourrait précéder ou paver la voie à une libéralisation du régime politique. Parce que ce qui se passe quand on a un régime aussi tyrannique, aussi répressif, c'est que l'économie tombe entre les mains de quelques oligarques proches du pouvoir. Et toutes les études académiques montrent que les sanctions, il y a des sanctions imposées à l'Iran depuis de très nombreuses années, mais tous les spécialistes de relations internationales vous diront que les sanctions font beaucoup plus de mal à la population qu'au régime lui-même, parce que le régime parvient toujours à les contourner. Et au contraire, lorsqu'il y a des sanctions, c'est quelques hommes d'affaires proches du régime qui vont capter toutes les ressources du pays et la capture d'État. Donc ça devient une économie de rente capturée par quelques personnages proches du régime. Donc l'idée d'Obama, c'était qu'en levant les sanctions, la classe moyenne iranienne va commencer à profiter d'un train de vie qui serait supérieur, vont commencer à voir les fruits de la paix, de la prospérité, et que progressivement, ce régime serait amené, parce que sa population a pris goût à une vie normale, à tempérer ses ardeurs bellicistes. Donc, il pensait que l'Iran cesserait de soutenir certains de ses alliés régionaux, cesserait de vouloir un programme balistique aussi puissant, etc. Est-ce que ce pari était justifié ou pas ? Nous ne le saurons jamais, car dès l'élection de Donald Trump, il a décidé unilatéralement de déchirer cet accord qui était un accord multilatéral. Donc les Iraniens, ayant négocié avec l'Amérique, puis ayant vu l'Amérique se retirer de cet accord, ont recommencé à se dire « nous avons besoin d'une dissuasion ». Le seul qui n'a pas été inquiété, c'est M. Kim de Corée du Nord, alors que Saddam Hussein, Kadhafi, dès lors qu'ils ont renoncé à leurs armes de destruction massive, se sont vus renversés. Donc l'Iran a repris son programme, mais ils étaient encore loin d'accéder à la bombe. Pendant la guerre des 12 jours, l'Amérique a frappé les infrastructures nucléaires. Cela ne suffit pas à complètement stopper le programme parce que ces installations nucléaires sont enfouies, non pas 6 pieds sous terre, mais littéralement 600 pieds sous terre, parce que vous ne pouvez pas assassiner le savoir-faire. Pendant un certain temps, Israël et les États-Unis avaient ciblé certains responsables du programme nucléaire iranien, les grands savants scientifiques ou chimistes ou physiciens. Et puis ces assassinats ciblés se sont arrêtés parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y en avait trop. L'Iran, comme je vous le disais, envoyer des milliers d'ingénieurs dans les meilleures universités du monde, donc éliminer tous ceux qui ont le savoir-faire pour produire cette technologie nucléaire, faire de l'Iran une puissance du seuil, c'était tout simplement pas réaliste. Par ailleurs, il y avait un risque que ces frappes américano-israéliennes ne créent ce risque de ralliement autour du drapeau, donc que l'Iran se retrouve paradoxalement renforcé, en pouvant dire à sa population, vous voyez, on nous attaque, nous devons serrer les rangs, ce n'est pas le moment d'exprimer vos revendications économiques et sociales, nous sommes attaqués dans notre souveraineté, il faut maintenir l'unité iranienne face aux ennemis. Alors le débat qui se pose aujourd'hui aux Iraniens hostiles à ce régime, c'est un peu le même que celui auquel avaient été confrontés les manifestants dans plusieurs pays arabes il y a une quinzaine d'années, au début des révolutions du printemps arabe, comme on les avait appelées en 2011, illustrée par cette caricature qui avait eu le prix de la meilleure caricature en 2012, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez un groupe de manifestants qui cherchent à faire tomber leur dictateur, leur régime despotique. Tout seuls, ils n'y parviennent pas. C'est la caricature du haut. Celle du milieu, vous voyez qu'ils font appel à un tank sur lequel il est marqué, je ne sais pas s'il y a des arabophones dans cette salle, il est marqué « At-tadakhul al-khariji », ça veut dire l'intervention extérieure. Donc, comme ils ont été incapables, à main nue,
d'abattre ce régime, il se résigne à faire appel aux États-Unis, à l'OTAN, aux puissances étrangères qui sont prêtes à les aider à faire tomber ce régime. Avec le soutien extérieur, ils parviennent à faire tomber leur dictateur, mais comme vous le voyez dans le dessin du bas, il n'y a plus personne pour s'en réjouir, car tout le monde y est passé. Et c'est un peu la question que se sont posées les Syriens et puis les Libyens, qui ont fait appel également à l'OTAN, à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis pour faire tomber Kadhafi. C'était en 2011. Kadhafi n'avait pas d'armée, vous le savez, il était lui aussi paranoïaque, donc il s'appuyait uniquement sur des mercenaires qu'il avait recrutés dans des pays africains pour le protéger. Mais même dans un pays sans armée, un pays de seulement 6-7 millions d'habitants, la Libye, par rapport à 93 millions en Iran, il a fallu 7 mois de frappe de l'OTAN pour faire tomber Kadhafi. Et aujourd'hui, 14 ou 15 ans après la chute de Kadhafi, la Libye est toujours un pays livré à des dizaines de milices, où des guerres par procuration se poursuivent, où vous avez 2 gouvernements, n'a toujours pas trouvé la stabilité. Donc vous voyez le dilemme dans lequel se trouvent aujourd'hui beaucoup d'Iraniens. C'est pour cela qu'ils sont parfois tiraillés. Oui, ils veulent en finir avec ce régime, mais ils craignent les conséquences, le chaos, la fragmentation, etc. Je passe rapidement sur les documents qui montrent également pourquoi Obama avait accepté cet accord, parce qu'une majorité de l'opinion publique américaine, près de 66%, était en faveur d'un accord avec l'Iran. Et même en Israël, au-delà de la rhétorique de Netanyahou, l'establishment militaire et les services de renseignement disaient que cet accord est plutôt bien négocié, c'est-à-dire qu'il empêchait effectivement l'Iran pour au moins une vingtaine d'années d'accéder au seuil nucléaire. Donc il y avait un argumentaire solide en faveur de cet accord, mais au niveau politique, Benyamin Netanyahou n'a cessé de considérer que le régime iranien considérait une menace existentielle. Là, il était à l'ONU avec un dessin montrant que c'était une grenade sur le point d'exploser, mais de moins en moins de personnes en Occident ne jugeaient cette menace crédible parce qu'elle avait été trop longtemps évoquée. Depuis les années 80-90, on nous disait l'Iran est à 2 années de l'arme nucléaire, etc. À 3 ans, puis à 2 ans, puis à 6 mois. Donc finalement, les gens n'y croyaient pas trop. Une autre raison qui a fait qu'Obama n'a pas cédé aux demandes de Netanyahou de lancer une guerre contre l'Iran. C'est une déclaration qu'a faite hier le secrétaire d'État d'Obama, Anthony Blinken, qui est aussi un francophone, qui a également fait ses études à Paris au lycée Janine Manuel, lycée bilingue. Il a dit hier, Netanyahou est venu plusieurs fois nous inciter à frapper l'Iran. Nous n'avons pas accepté de participer à cette guerre parce que nous savions que ce serait extrêmement difficile, au-delà du fait que c'est un pays tellement peuplé, pays très vaste, si vous voyez la physiographie de l'Iran. Donc c'est le territoire combiné de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal, quasiment toute l'Europe de l'Ouest. Vous regardez l'historique sur plusieurs millénaires, il y avait eu Alexandre le Grand, mais depuis, à l'Iran, personne n'a véritablement réussi à pénétrer le heartland, c'est-à-dire le cœur de ce pays. Les Mongols avaient réussi une brève percée et les Ottomans une toute petite percée par-delà le mont Zagros, mais c'est un pays qui a toujours été réticent, qui a toujours résisté aux interventions extérieures. La question également, c'est que c'est une société très polarisée. D'un côté, vous avez une société civile extraordinairement diversifiée, des femmes mobilisées qui manifestent dans les stades de foot, même lorsque leur équipe qui représente ou qui est censée représenter un régime qu'ils détestent et se rendent dans les stades, des femmes peinturlurées aux couleurs de leur pays pour défendre, c'est cette fibre nationaliste. Le cinéma iranien est l'un des plus dynamiques aujourd'hui à l'échelle mondiale. Quasiment chaque année, vous avez un film iranien qui reçoit des prix au César, ou au BAFTA, ou au Golden Globe, ou aux Oscars. Et de l'autre côté, vous avez les partisans de la ligne dure, ceux qui continuent de promouvoir ce programme balistique. Et là, vous voyez cette caricature. On fait signer à John Kerry, un peu naïf, voilà, tu signes ici, on va se calmer, alors que le complexe militaro-industriel continue à fonctionner à plein tube.
Vous avez également des inégalités sociales et économiques très marquées en Iran. Du fait de cette économie de rente, une micro-société de privilégiés qui vivent à l'occidental, derrière leur villa, loin de la police des mœurs, et les enfants des rues. La question qui se pose aujourd'hui également, c'est s'il devait y avoir une chute du régime dans les semaines qui viennent. Hier matin, il y a eu un rapport que Bloomberg a révélé des services de renseignement américains qui disait que le régime est loin d'être aussi affaibli qu'on ne le pense, il pourrait encore tenir. Ça, c'était hier. Mais à supposer que les choses évoluent dans une semaine ou deux, la grande question qui va se poser, c'est celle de la succession. Donc aujourd'hui, dans les médias français, dans les médias américains, on voit de plus en plus la figure de Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran, qui a dû quitter son pays en 1979. Il a vécu essentiellement aux États-Unis. Beaucoup le présentent en alternative. Il a l'avantage de la reconnaissance du nom. Tout le monde le connaît, alors que les autres opposants de l'intérieur ont tellement été réprimés, emprisonnés, qu'ils ne sont pas forcément capables de mobiliser une telle force de frappe sur les réseaux sociaux, dans les manifestations, etc. Donc lui est un homme riche, soutenu par Israël, soutenu par de vastes franges de la diaspora iranienne, notamment en Californie. À Los Angeles, vous avez une communauté iranienne très importante qui vit dans la nostalgie de l'Ancien Régime. Mais cette nostalgie de l'Ancien Régime n'est pas partagée par tous les Iraniens. Beaucoup vous diront, nous ne voulons pas passer d'un régime autoritaire à un autre régime autoritaire, d'un régime laïciste à une république islamiste. Nous ne souhaitons pas non plus que notre nouveau leader soit choisi par l'Amérique ou par Israël. Nous choisissons nous-mêmes pouvoir choisir. Donc, il a été assez habile là-dessus. Il a donné une interview au journal de TF1 la semaine dernière, une interview au Point. Il faut dire qu'il est coaché par des agences de communication, y compris en France, qui l'aident à avoir accès aux grands médias et qui l'aident à tenir un discours disant « Je ne souhaite pas restaurer la monarchie, je souhaite être un leader de transition et ce sera au peuple iranien de s'exprimer une fois que le régime sera tombé ». Mais vous avez encore beaucoup de gens qui n'oublient pas les exactions du régime de son père, qui s'était appuyé sur sa police secrète, la SAVAK, qui avait pratiqué la torture de façon institutionnalisée, qui était perçue comme corrompue, trop proche de l'Occident et qui avait paradoxalement, du fait de cette répression, permis cette vague de colère qui avait dans un premier temps uni des libéraux, des progressistes et des islamistes. Et finalement, après un an d'une révolution qui était assez nationale, ce sont les islamistes qui ont éliminé tous les autres qui avaient fait la révolution avec eux, les ont liquidés physiquement et qui ont capturé le pouvoir. Mais vous avez toujours en Iran un courant libéral, démocrate, qui vous disent nous ne voulons pas des mollahs, mais nous ne voulons pas non plus la restauration de la monarchie. Toujours est-il que c'est celui qui aujourd'hui a le vent en poupe dans la diaspora, qu'Israël mise beaucoup sur lui. Le journal Haaretz a révélé qu'Israël avait même boosté sa campagne sur les réseaux sociaux à travers des centaines de faux comptes pour le présenter un peu au peuple iranien, à ceux qui ne le connaissent pas, à la jeunesse, pour créer un soutien. Mais le point commun, encore une fois, si on réfléchit en termes de changement et de continuité entre l'ancien régime et la révolution, c'est la rémanence du nationalisme iranien. C'est un facteur constant. Parce que le programme nucléaire dont je parlais, qui l'avait lancé, ce n'est pas Khomeini, c'est le Shah à l'époque. Donc les partisans du Shah, eux aussi, ne veulent pas que leur pays soit un pays démilitarisé. Ils sont également, ils peuvent être très nationalistes, et ce nationalisme peut prendre la forme d'un mépris pour les pays voisins, etc. Donc aujourd'hui se pose cette question des répercussions de cette guerre. Frappée de façon aussi brutale, c'est vraiment un usage de la force brute. Jamais les États-Unis n'ont déployé une telle force de frappe.
on est au-delà de la réelle politique, on est dans ce que les Allemands appelaient la Machtpolitik, la politique de puissance. Donc c'est un déluge de feu qui est en train de s'abattre en ce moment même. Trump avait dit que la journée du vendredi, donc aujourd'hui, serait particulièrement funeste pour le régime. Des quartiers entiers de Téhéran sont bombardés, beaucoup doivent quitter leur domicile. Donc la question qui se pose, c'est quelle va être la réaction de ces Iraniens? Est-ce que le réflexe d'hostilité au régime des Mollahs va l'emporter, ou au contraire, face aux victimes civiles, on a appris également que cette école où 160 jeunes filles avaient péri, le New York Times a révélé avant-hier que c'était une frappe américaine, qu'ils avaient fait supposément une erreur de ciblage. Mais là, chez les Iraniens aussi, ça commence à se poser des questions. Oui, on n'aime pas ce régime, mais est-ce qu'on est prêt à accepter de voir toutes nos infrastructures détruites, nos écoles et nos hôpitaux bombardés? Donc tout va dépendre de la population iranienne, parce que historiquement, il n'existe pas de cas de changement de régime sans troupes au sol. C'est très difficile, sauf si vous faites des opérations secrètes comme celle que j'avais évoquée, 1953, service de renseignement qui dépose un président, qui installe le Shah. Mais tant que vous avez ces gardiens de la Révolution qui sont 300 000, ces milices, les bassiges, sans troupes au sol, c'est pas facile. Vous pouvez bombarder, bombardement aérien massif sur toutes les infrastructures. Si le régime s'accroche, s'il n'y a pas de dissension au sein de l'armée, ce régime peut ne pas tomber. C'est pour cela que les Américains ont lancé cette idée, pourquoi on n'armerait pas les Kurdes qui sont à la frontière irako-iranienne et on ne leur demanderait pas de nous servir de force supplétive pour faire tomber le régime. Mais là, les Kurdes ne sont pas tombés dans le panneau parce qu'ils sont déjà tombés depuis un siècle plusieurs fois dans ce panneau et se retrouvaient à chaque fois abandonnés par les Occidentaux. Depuis 1916, ils revivent le même scénario. George Bush père les avait incités à se révolter contre Saddam Hussein lors de la première guerre du Golfe, puis il les a abandonnés à leur sort. 10 000 ont été massacrés. Par ailleurs, cette proposition d'armer les Kurdes a réussi. Cette proposition américaine a réussi à unir aussi bien les partisans de la République islamique que les partisans du Shah d'Iran, parce que qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils sont tous attachés à la souveraineté, à l'unité, à l'intégrité territoriale de leur pays. Ils ont peur d'un Iran qui serait fragmenté en zones communautaires, une zone kurde, parce que c'est un pays ethniquement diversifié. On parle souvent des Perses, mais les Perses ne représentent que 60% de la population iranienne. Vous avez également des Azéris, des Balouches, des Arabes et 10% de Kurdes. Donc, il est à craindre que si la guerre se poursuive, qu'il y ait une sorte de chaos, de fragmentation. Certains évoquent le spectre d'une guerre civile. Et cela se répercuterait sur les autres pays de la région, sur la Syrie, qui est elle aussi en proie à des tensions identitaires. Vous savez que depuis la chute du régime d'Assad, les chrétiens, les alaouites et les Kurdes sont particulièrement anxieux, ont peur que l'ADN du nouveau président, qui est issu des mouvances islamistes les plus radicales, que cet ADN n'ait pas changé, même s'il a été coaché par des Américains, par des Britanniques, qu'on lui a un peu modifié son discours, sa façon de s'habiller. Il est à craindre que les minorités commencent à vouloir, elles aussi, avoir leur petite zone où elles seraient autonomes. Mais cette idée de fragmentation du Moyen-Orient sur des bases ethniques et communautaires est en fait une fausse bonne idée, parce que c'est une région du monde qui est marquée par une très forte imbrication des communautés. Historiquement, il y avait une vie en commun. On retient les massacres. Il y a eu quelques massacres au Liban en 1840, en 1860. Il y a eu des massacres en Syrie. Mais si on regarde sur l'histoire de la longue durée, il y a également un âge de coexistence dans cette région. Il y a eu un cadre œcuménique où vous aviez chrétiens, juifs et musulmans qui parvenaient à vivre ensemble. Vous avez énormément de quartiers mixtes, de mariages mixtes. Donc ce qui est tragique, c'est que cette guerre globale contre le terrorisme qui a été déclenchée après 2001 a eu des effets extraordinairement contre-productifs. Non seulement nous n'avons pas réussi à éliminer la menace terroriste, mais elle s'est trouvée décuplée.
des dizaines de groupes sont apparus, Al-Qaïda, puis Daesh, puis des mouvances diverses et variées, Boko Haram en Indonésie, en Afrique, au Levant, parfois même dans certains pays occidentaux, ils arrivaient à recruter. Donc, il y a un véritable risque que cette guerre contre le terrorisme ne vienne finir par renforcer les régimes autoritaires de la région qui adoptent eux aussi la logique de la guerre contre le terrorisme et qui commencent à dire que tous ceux qui s'opposent à nous sont des terroristes, à leur coller cette étiquette pour mieux les réprimer. Donc même des journalistes, des militants des droits de l'homme se trouvent victimes de cette supposée guerre contre le terrorisme. L'autre danger de cette guerre contre le terrorisme, c'est qu'elle conduit à une érosion des libertés publiques dans nos propres pays. Des lois liberticides. Après le 11 septembre, on a voté le Patriot Act aux États-Unis qui donnait le droit au gouvernement américain d'exercer une sorte de surveillance généralisée, de savoir quel bouquin vous avez emprunté à la bibliothèque, quel site vous avez consulté sur Internet, etc. Donc Mark Twain, le grand écrivain américain, disait déjà « L'Amérique ne peut pas avoir un empire à l'extérieur et demeurer une république en interne ». Il disait ça à l'époque de la guerre contre les Philippines en 1898. Donc il y a toujours une corrélation entre les pratiques coloniales à l'extérieur et l'instabilité en interne. C'est d'ailleurs cela qui avait conduit le général de Gaulle à mettre un terme à la guerre d'Algérie, parce que vous aviez une instabilité gouvernementale sous la 4e République. Tous les 6 mois, un gouvernement tombait, etc. Donc ce qui se passe au Moyen-Orient peut avoir des répercussions très rapidement sur nos propres pays. Avant d'arriver à la doctrine Trump, je voudrais quand même revenir sur ce dont nous devions initialement parler, l'impact de ce qui est en train de se passer sur Israël et sur la Palestine. La grille de lecture principale pour comprendre ce qui se passait au Moyen-Orient depuis une vingtaine d'années, c'était celui d'une nouvelle guerre froide dont les deux acteurs étaient essentiellement l'Iran et l'Arabie saoudite. Chacun avait ses alliés dans plusieurs pays régionaux. Le 7 octobre a été un véritable tournant, pas seulement politiquement, militairement, économiquement, mais je dirais surtout psychologiquement. La principale conséquence du 7 octobre, c'est que ça a fait ressurgir des traumas profondément enfouis. Donc pour comprendre le conflit israélo-palestinien, pour comprendre l'historique aussi des relations entre les États-Unis et Israël, il faut penser à ce choc des traumatismes. Donc côté israélien, qu'est-ce que réveille le 7 octobre ? Ça réveille le traumatisme des pogroms de la Russie tsariste, le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, la destruction des Juifs d'Europe. Ils ont eu le sentiment que cet État qu'ils pensaient être un État refuge où ils étaient enfin en sécurité n'était plus cette forteresse totalement sécurisée et qu'ils pouvaient y être frappés. Chez les Palestiniens, la réaction israélienne au 7 octobre et les massacres de masse à Gaza ont fait ressurgir le traumatisme de la Nakba, c'est-à-dire l'expulsion en 1948 de 700 000 à 800 000 Palestiniens. Donc, le 7 octobre, c'est que je voulais initialement, lorsqu'on avait pensé cette conférence il y a 6 mois, ce dont je voulais vous parler, c'est précisément que le 7 octobre est venu remettre au centre du débat la question palestinienne. Parce que préalablement, pendant les 20 dernières années, on nous avait dit « circulez, il n'y a rien à voir, c'est devenu un conflit de basse intensité, intéressez-vous à ce qui se passe au Darfour, au Congo, il y a énormément de drames à travers le monde, et la question palestinienne, elle sera résolue dans une sorte de méga, elle sera noyée plutôt que résolue dans un méga business deal entre Trump et ses alliés du Golfe, Jared Kushner, MBS, le Qatar, etc. » Le 7 octobre est venu nous rappeler la persistance de la question palestinienne, la centralité de la question palestinienne et l'universalité. Persistance parce qu'on voit que depuis 1948, on essaie d'oublier, on pense qu'on va commencer par l'Irak ou qu'on va commencer ailleurs et que cette question va se résoudre d'elle-même.
on voit qu'elle reste une force qui mobilise les opinions publiques à travers le monde. Donc, persistance, centralité, c'est-à-dire que beaucoup estiment que Jérusalem demeure l'épicentre de la géopolitique mondiale. Beaucoup de gens vous disent qu'il n'y aura jamais véritablement de stabilité ni au Liban, ni en Syrie, ni dans la région, tant qu'il n'y a pas d'État palestinien ou d'accord avec Israël qui puisse permettre aux deux peuples de vivre en bonne harmonie. Et universalité de cette question, parce que rarement une question n'aura autant polarisé à travers le monde. Vous allez dans les campus américains, vous voyez des étudiants très mobilisés dans les plus prestigieuses universités, à Columbia, à Harvard, à Princeton, à New York University, et ici même à Sciences Po, et un peu dans tout le reste du monde. Et les clivages sont plus complexes qu'on ne le penserait. J'avais été frappé lorsque j'ai visité quelques universités américaines au printemps dernier, que la plupart de ceux qui manifestaient en faveur de la Palestine étaient précisément des étudiants juifs américains. Donc il y a eu un basculement générationnel, et le grand changement auquel on assiste aujourd'hui, les principales répercussions sur Israël, ce n'est pas tant un changement du rapport entre les États-Unis et Israël, qui demeure très solide. Israël, depuis sa création en 1948, a reçu des États-Unis l'équivalent de 300 milliards de dollars en parité de pouvoir, si on prend en compte l'inflation. Donc quasiment chaque année 4 milliards, et bien évidemment depuis le 7 octobre, beaucoup plus. Des transferts de technologie, une aide militaire. Les relations avec les présidents sont parfois difficiles, dépendamment du tempérament. Obama ne s'entendait pas très bien avec Netanyahou. Trump, pour le moment, semble être en phase avec Netanyahou, mais dans une semaine, il peut considérer qu'il a été entraîné trop loin et se retourner contre lui. Mais ce qui est frappant, c'est que 70% des Juifs américains soutiennent plutôt les démocrates, ne soutiennent pas Donald Trump. Et toute une génération qui s'est construite politiquement dans l'hostilité au Parti républicain d'aujourd'hui, tel qu'il est devenu, commence à sympathiser avec la question palestinienne. Et pour la première fois, on a eu un sondage publié dans le Financial Times il y a 4-5 jours à peine, qui montrait que les courbes se sont inversées, c'est-à-dire pour la première fois depuis des décennies, plus d'Américains sympathisent avec les Palestiniens qu'avec Israël. Cela aurait été impensable il y a 2 ou 3 ans avant la guerre de Gaza. Donc les répercussions sur Israël du 7 octobre ont été importantes. D'abord une vague de solidarité, de sympathie en France, aux États-Unis et ailleurs. Mais ensuite, la réaction israélienne a provoqué un retour de focus sur la question palestinienne, et beaucoup de gens ont pris conscience des conditions dans lesquelles vivaient les Palestiniens de Gaza, et l'opinion publique a fini par basculer. Donc aujourd'hui, c'est en grande partie aussi des fluctuations de cette opinion publique que va dépendre cette issue de la guerre en Iran. Parce qu'il n'y a plus, comme à l'époque des pères fondateurs, les contre-pouvoirs qui étaient le pouvoir législatif, le Congrès, la Cour suprême, les médias. Aujourd'hui, Trump a réussi à domestiquer la quasi-totalité des contre-pouvoirs, mais il reste les marchés financiers auxquels il est très sensible. Si vous avez une poursuite de la flambée des prix du pétrole, il y a l'opinion publique qui demeure un facteur important aux États-Unis. Vous avez les élections de mi-mandat qui doivent avoir lieu dans quelques mois. Cela pourrait inciter Trump à revoir sa politique. Et l'état-major du Parti démocrate commence également à revoir sa politique, à se montrer de plus en plus critique vis-à-vis d'Israël. Donc l'image d'Israël aux États-Unis a quelque peu changé. L'une des figures emblématiques, c'est ce journaliste que vous voyez là, Peter Beinart, qui est issu du cœur de l'establishment juif américain. Il était néoconservateur, il avait soutenu la guerre d'Irak, il vient d'une famille très religieuse, il dirigeait le journal The New Republic, qui est un peu l'équivalent de, je dirais, de l'Express ou du Nouvel Obs aux États-Unis. Mais ensuite, il a fait un voyage dans les territoires occupés, il a été choqué par ce qu'il a vu, et lorsqu'il est revenu, il est devenu très critique d'Israël. Et comme il ne venait pas des marges précédemment, les critiques d'Israël, c'était Chomsky ou Finkelstein, des gens qui viennent de la gauche radicale. Lui venait du cœur
de la communauté. Donc son discours a été plus audible, il a fait des conférences dans toutes les universités, il a lancé un magazine qui s'appelle Jewish Currents, et cette voix critique d'Israël émanant de la communauté juive est de plus en plus significative. Le clivage générationnel ne doit pas être sous-estimé. Chez les Américains juifs de moins de 40 ans, il y a un soutien, une critique virulente d'Israël et un soutien aux Palestiniens. Les conséquences sur la Palestine que je voudrais également évoquer avant de laisser du temps à vos questions, c'est qu'il y a un risque qu'encore une fois, la question palestinienne se retrouve oubliée, escamotée face à l'ampleur de ce qui est en train de se passer en Iran. Parce que les Palestiniens avaient été un peu les victimes du 11 septembre indirectement, parce que leur revendication d'un État palestinien s'est trouvée noyée dans cette guerre globale contre le terrorisme. Les dirigeants israéliens pouvaient dire nos adversaires s'en prennent à l'Occident tout entier, c'est un conflit de civilisation, c'est un conflit de religion, ce n'est pas une question territoriale. Donc, quand bien même nous respections les résolutions de l'ONU, si nous rendons aux Palestiniens la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, la fameuse solution à 2 États, ça ne résoudra pas le problème. Donc, on a poursuivi cette politique d'occupation, on a repoussé au calendrier grec toutes ces questions qui fâchent. Vous savez, les 5 principaux obstacles à la paix israélo-palestinienne, ils sont connus depuis longtemps. C'est l'occupation, Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza, la colonisation qui se poursuit, qui est passée depuis les accords d'Oslo, les accords de paix de 93, de 150 000 à 800 000 colons, puis la question du statut final de Jérusalem, la question des ressources hydrauliques, de l'eau, et la question des réfugiés palestiniens. Si les accords d'Oslo ont pu voir le jour en 1993, c'est parce qu'on a décidé de repousser au calendrier grec toutes les questions qui fâchent. On s'est dit, on va faire un accord, la politique des petits pas, un peu comme avaient fait les Européens, le charbon et l'acier, etc. Et on verra ensuite comment ça se passe. En Europe, ça avait marché, mais en Europe, il n'y avait plus d'occupation. Si l'Alsace et la Moselle étaient encore occupées en 1951, ça n'aurait pas été possible de faire la communauté économique européenne du charbon et de l'acier. Donc, tant que ces questions de fond ne sont pas résolues, je pense que nous resterons dans un cercle vicieux, surtout qu'on a de nouveau une rhétorique. Bien évidemment, côté iranien, le messianisme a toujours été présent, mais ce qui me frappe dans la semaine écoulée, c'est les discours messianistes qu'on entend chez des hauts gradés aux États-Unis, je ne parle pas des militaires, je parle des politiques, et en Israël. Vous avez Lindsey Graham, qui est censé être le sénateur le plus spécialisé dans la politique extérieure, qui vous dit que c'est une guerre de religion et elle va marquer les 1000 prochaines années. Vous avez Pete Hegseth, le fameux secrétaire à la guerre, qui a plein de tatous avec des références aux croisades, qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle American Crusade, qui voit également cela comme une guerre de religion. En Israël, vous avez des courants messianistes qui sont représentés également au gouvernement. Donc ce choc des traumatismes dont je voulais vous parler à propos du 7 octobre est en train de céder la place, ou plutôt de se conjuguer, parce qu'il est toujours présent, à un choc des messianismes. On a parallèlement un choc des traumatismes historiques et un choc des messianismes. Donc derrière les enjeux géopolitiques, ressources énergétiques, contrôle du Moyen-Orient, rivalité américaine avec la Chine, il y a aussi ces discours messianistes qui rendent la résolution de ce conflit particulièrement complexe. Et puis, je voudrais également dire un mot, avant de vous laisser la parole, sur l'historique des tentatives occidentales de créer avec la force des changements de régime au Moyen-Orient. La triste réalité, c'est qu'il n'y a pas véritablement de success story depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte jusqu'à la guerre actuelle, en passant par l'Irak 2003, la Libye 2011, il y a toujours un même scénario qui semble se produire. D'abord, des premières victoires dont tout le monde se réjouit. On a fait tomber la statue de Saddam Hussein, on a pu faire tomber le régime des talibans, Kadhafi n'est plus là, et à peine 2-3 ans après, c'est la débâcle. 1798, Bonaparte débarque en Égypte, 1801, défaite d'Aboukir, on doit repartir. 20 ans après avoir évincé les talibans, Trump demande au Qatar de renégocier avec les talibans et les talibans sont de retour au pouvoir
Et la situation des femmes afghanes n'a jamais été aussi désastreuse, et cela a coûté 3 000 milliards de dollars, uniquement l'Afghanistan. Si vous incluez l'Irak et le reste, on arrive à 21 trillions, c'est-à-dire 21 000 milliards de dollars. Donc, passer 20 ans, dépenser de telles sommes pour ramener les talibans au pouvoir, ça devrait nous inciter à réfléchir. Si cette guerre se termine avec Khamenei Junior, qui a remplacé Khamenei Senior, et que la population iranienne est toujours opprimée, mais que Trump a réussi à négocier quelques ressources énergétiques, ce ne serait pas particulièrement réjouissant. Donc le track record, comme on dit, l'historique des interventions extérieures occidentales ne donne pas beaucoup de raisons d'espérer. S'il n'y a pas une mobilisation interne, une unification de tous les opposants, les conséquences seront désastreuses pour l'ensemble de la région, peut-être même plus désastreuses que celles de la guerre d'Irak. Et les Israéliens et les Palestiniens subiront eux-mêmes les conséquences. Ils étaient déjà dans une situation dramatique. Et là, toutes les questions se retrouveront reléguées à la périphérie en attendant l'issue de ce conflit. Et là encore, je termine là-dessus. Un autre aveu d'Obama, je vous avais dit qu'il avait reconnu en 2008 le coup d'État de 1953. Il a été plus loin dans un entretien qui n'a pas été suffisamment médiatisé avec Vice News. Il a rappelé que l'État islamique était une émanation directe d'Al-Qaïda en Irak, qui elle-même a émergé suite à notre invasion de l'Irak, ce qui y est un exemple parfait des conséquences non attendues, non anticipées. Donc prenez garde à ne pas créer avec chaque guerre les conditions qui vont rendre nécessaire une autre guerre quelques années plus tard. Donc là, c'est le président des États-Unis lui-même qui reconnaît que son pays, par des politiques qui n'étaient pas forcément planifiées, réfléchies, il n'y a pas le moindre plan pour le jour d'après, ont fini par semer les germes du chaos, de la radicalisation. Et dans cette partie du monde, Dieu sait s'il y a un terreau fertile pour le chaos, la fragmentation, la radicalisation. Donc ce que je crains le plus, c'est qu'on en revienne, que cette guerre ne provoque de nouvelles vagues terroristes. On parle beaucoup du terrorisme islamiste depuis 20 ans, mais il y a un siècle, l'Europe en avait payé le prix. En quelques années, on avait eu l'assassinat du tsar de toutes les Russies, du président français Sadi Carnot, du premier ministre espagnol, de l'impératrice Sissi d'Autriche, une explosion terroriste à la gare Saint-Lazare. Donc pourquoi je conclus là-dessus? Parce qu'à l'époque, ces terroristes étaient des terroristes anarchistes d'extrême gauche qui étaient totalement athées. Donc vous voyez qu'il ne faut pas penser que tout s'explique par le facteur religieux. Quand il y a une forme de colère, d'humiliation, légitime ou pas, ressentie ou fantasmée, cela peut conduire à du terrorisme. Il a fallu 30 ans pour que cette vague se termine. C'est uniquement avec la Première Guerre mondiale qu'il y avait eu un attentat à l'Opéra de Barcelone qui n'est pas sans rappeler celui du Bataclan. Et j'espère que cette guerre ne va pas encore radicaliser une partie des Moyen-Orientaux qui ont le sentiment que la vie d'un Palestinien ou d'un Irakien ou d'un Iranien n'a pas le même prix que celle d'un Occidental et que nous n'assisterons pas dans quelques années à des mouvements radicaux qui vont de nouveau prendre les armes. Quand on a au Liban aujourd'hui 800 000 personnes qui sont sommées de partir, de quitter leur domicile en moins de 2 heures, même s'ils sont violemment hostiles au Hezbollah, quand ils vivent des événements aussi traumatisants, dans 10-15 ans, ils ne vont probablement pas adhérer à un parti centriste, libéral ou social-démocrate, ils vont rejoindre le mouvement extrémiste qui aura le vent en poupe dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas lequel ce sera. C'est ça qui m'inquiète, les conséquences non anticipées, les conséquences inattendues. Et c'est ça, je crains, qui n'a pas été pris en compte par Donald Trump lorsqu'il a déclenché cette guerre. Il y aurait énormément de sujets, d'autres sujets dont on pourrait discuter, mais je préfère vous laisser la parole. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer des questions pour tout autre sujet. Merci à toutes et à tous. Messieurs, dames, si vous avez des questions, levez la main quand je vous passe le micro, s'il vous plaît. Merci pour votre brillante exposé. Une question sur la question palestinienne. Comment
a-t-on pu croire que le Hamas, financé directement ou indirectement par le Qatar, pouvait venir à la table de négociation alors que l'autorité palestinienne, qui avait toute légitimité, a été écartée à la fois par Benjamin Netanyahou, par les Américains pendant si longtemps. Enfin, le brasier était déjà là avec le Hamas subventionné directement ou indirectement par le Golfe. Merci, vous touchez là un point très sensible. C'est précisément là que le bas blesse. Pendant plus de 17 ans, c'est-à-dire entre 2007 et 2024, on a maintenu le Hamas à flot grâce à l'aide financière du Qatar. Mais ce qui est encore plus effrayant, c'est que cela s'est fait d'un commun accord et même à la demande du gouvernement israélien et des États-Unis. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, il y a une vidéo de lui célèbre sur Internet où il raconte cela, il estimait que pour ne jamais devoir arriver à la solution à 2 États qui était pour lui son pire cauchemar, il fallait maintenir cette division palestinienne et qu'après tout, l'argent du Qatar pouvait servir à maintenir le Hamas. Et il pensait que le Qatar pouvait avoir une influence éventuellement modératrice peut-être sur le Hamas. Donc ça nous ramène même à la naissance du Hamas. Parce que quand le Hamas a émergé à la fin des années 80, là aussi, le calcul des Israéliens, c'était qu'il fallait un contrepoids au nationalisme de l'OLP de Yasser Arafat, qui était le mouvement à l'époque le plus militant. Et comme le Hamas est une émanation des frères musulmans, c'est la branche palestinienne des frères musulmans, ils se sont dit, ces gens-là, ils vont rester cantonnés dans leur mosquée, ils vont faire de la prédication, ils veulent faire des œuvres de charité, des hôpitaux, etc. Ils ne vont pas rejoindre le combat armé. Et c'était une erreur majeure. Pour diviser le camp palestinien, on a joué un camp contre un autre et on a fini par s'en mordre les doigts. Et je pense que j'ai des caricatures qui nous rappellent que cela remonte à plus loin, ces erreurs. Voilà, ces erreurs commises, ça n'a pas commencé avec Israël qui soutenait les frères musulmans palestiniens pour contrebalancer le Fatah. La photo que vous voyez en haut à gauche, c'est le président Eisenhower qui reçoit dans les années 50, dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, une vaste délégation, une nombreuse délégation des frères musulmans égyptiens, dirigé par le gendre du fondateur Hassan el-Banna, qui n'est autre que Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan et de Ali Ramadan, qui sont connus en France et en Europe. Tariq Ramadan qui avait fait controverse à de multiples reprises. Donc son père était la principale figure du mouvement. Il est reçu à la Maison-Blanche en grande pompe. Pourquoi ? Parce que les États-Unis estimaient à l'époque que leur principal rival, c'était Nasser, qui incarnait un nationalisme arabe laïque, qui portait un discours critique de l'Occident, et que pour faire contrepoids à Nasser, il fallait instrumentaliser ses frères musulmans. Ronald Reagan lui-même, à la Maison-Blanche, vous voyez, il se réunit avec les Moudjahidines pendant la guerre d'Afghanistan. L'idée, c'est qu'il faut se servir de ces gens qui ont la foi du charbonnier pour affronter l'Union soviétique. Quelques années à peine avant le 11 septembre, c'est ce qu'on voit dans le journal au milieu, le journal The Independent nous fait l'éloge d'un supposé combattant anti-soviétique qui est en train de mettre son armée sur le chemin de la paix. Vous zoomez un peu, vous lisez pour voir de quoi il s'agit, et ce n'est autre que Oussama Ben Laden. Nous sommes en 1997, 4 ans à peine avant le 11 septembre. Le journal The Independent, sous la plume d'un de ses reporters de guerre le plus célèbre, fait l'éloge de Ben Laden. Donc ces erreurs tragiques qui ont été commises par les États-Unis dans le passé ont toujours un effet boomerang. C'est pour cela que j'ai voulu conclure cette conférence sur les conséquences imprévues, inattendues. Prenons garde à ne pas nous focaliser sur des questions tactiques. Nous avons un adversaire, l'Union soviétique, on fait feu de tout bois pour les évincer d'Afghanistan. On arme les moudjahidines afghans et ensuite ces moudjahidines vont abriter les talibans, se retourner contre nous. On a besoin d'affaiblir Nasser, on soutient les frères musulmans. On a besoin d'affaiblir Arafat, on fait émerger le Hamas. Tout cela finit par se payer au prix fort, au prix de vie humaine. Albert Camus disait « Toute idée fausse finit dans le sang, mais il s'agit toujours du sang des autres. C'est pour ça que tant d'intellectuels se sentent à l'aise pour dire n'importe quoi. »
Il voulait dire que, grosso modo, il parlait des intellectuels à l'époque qui étaient obnubilés par des idéologies parfois totalitaires, sur la base d'idées fausses, l'idée qu'on peut remodeler le réel par la violence. On crée des bains de sang et on finit par en payer le prix. Et aujourd'hui, il y a un peu de ça. On est dans des expérimentations très hasardeuses dont on pourrait tous finir par payer le prix. D'autres questions ? J'aurais souhaité que vous nous parliez un peu des pays arabes, et notamment de l'Arabie saoudite et des autres pays du Golfe. Quelle est leur position, leur intérêt dans ce conflit ? Voilà, alors ça c'est significatif parce qu'il y a eu un changement majeur dans la position de l'Arabie saoudite depuis 2-3 ans. Il y a 10 ans, ils incitaient ouvertement les États-Unis à frapper l'Iran. Dans les câbles Wikileaks qui avaient été révélés, dont vous vous souvenez probablement, le roi d'Arabie saoudite disait aux Américains « il faut frapper la tête du serpent, il faut faire tomber le régime iranien ». Or, avant cette guerre, on a vu que l'Arabie saoudite, au contraire, cherchait à freiner les ardeurs guerrières de Trump. Pourquoi ? Parce que le nouveau prince héritier MBS est très soucieux surtout de la sécurité et du développement économique de la région. Et les voisins, comme ils connaissent bien la région, ils savaient que l'Iran allait très vite répliquer en frappant les pays du Golfe, qu'ils allaient être les premières victimes, que leur économie, leur sécurité seraient en danger. Alors que Trump a dit quelque chose d'hallucinant, il a dit c'est une énorme surprise, à ce jour la plus énorme surprise dans cette guerre, c'est que l'Iran est répliqué contre nos alliés du Golfe. Alors que quiconque dans la région, un enfant de 14 ans qui vit dans un pays de la région, aurait pu vous dire la première chose que vont faire les Iraniens, c'est de frapper au moins les bases américaines et peut-être même les autres des infrastructures civiles. Et c'est ce qui est en train de se passer à Dubaï. Aujourd'hui, des hôtels sont frappés au Bahreïn, en Arabie saoudite. Donc les Saoudiens, qui étaient dans cette logique dont je vous ai parlé de guerre froide avec l'Iran depuis longtemps, ont un peu changé leur positionnement, en partie aussi parce qu'ils ont, par l'intermédiaire des Chinois, négocié une sorte de modus vivendi avec les Iraniens. Il y a eu en 2023 une percée diplomatique chinoise, la plus importante depuis la proclamation de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Les Chinois ont réussi à négocier un accord entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui n'est pas parvenu à son terme. Il y a encore beaucoup de clauses non appliquées, mais ça a réduit les tensions. Donc aussi bien le Qatar que l'Arabie saoudite étaient plutôt réticentes à voir les États-Unis entrer en guerre. Il y a un cas un peu différent, c'est les Émirats arabes unis, qui, eux, n'ont pas la pression de l'opinion publique, parce que vous savez, chez eux, c'est seulement 10% de citoyens, 90% de travailleurs étrangers qui viennent comme expatriés. Les Émirats arabes unis s'étaient énormément rapprochés d'Israël, avaient signé un accord de paix, et ils étaient sur une ligne plus dure. Mais aujourd'hui, ils commencent, semble-t-il, à s'en mordre les doigts, parce qu'ils se sont pris, dans les 2 dernières semaines, plus de missiles qu'Israël. C'est-à-dire l'Iran a plus frappé les Émirats qu'Israël, parce qu'il considérait que c'est un voisin qui avait été trop loin dans la voie de la normalisation, alors que le roi d'Arabie saoudite, le prince héritier dont je vous parlais, avait compris que son opinion publique n'était pas favorable à une paix avec Israël tant que la question palestinienne n'est pas résolue. Il avait quelque peu freiné. Donc aujourd'hui, tous vont devoir revoir leurs calculs après cette guerre. Aujourd'hui, certains sont incités, comme ils sont frappés tous les jours, ont tendance à dire aux Américains peut-être qu'il faut aller finir le job, mais s'ils voient que c'est impossible de finir le job, ils pourraient également inciter à une négociation. Le problème, c'est que même le sultanat d'Oman, où se déroulaient les négociations, a été frappé par l'Iran. Et comme ils avaient vu que cette guerre a été déclenchée en pleine négociation et que les négociations se passaient plutôt bien, hier, ils ont tenu un discours très critique envers les Américains en disant « vous avez déclenché cette guerre alors qu'on avait eu une journée de négociation qui s'était très bien passée, où les Iraniens avaient fait énormément de concessions. Vous avez écouté Netanyahou sans écouter vos propres diplomates qui auraient pu vous dire ce qui était les avancées qui étaient en place. » Donc ça peut évoluer dans les 2 sens, mais j'ai tendance à penser que ce qui va prédominer, c'est le souci de la stabilité économique. La question des prix du pétrole est fondamentale pour les pays de la région, pour la Chine. Le fait que le détroit d'Ormuz ait été entièrement miné par les Iraniens, et là aussi, c'est quelque chose que les Américains auraient pu et auraient dû prévoir, parce que pendant la guerre Iran-Irak,
entre 1980 et 1988, l'Iran a utilisé exactement la même technique, miner le détroit d'Ormuz, l'arme économique, pour précisément servir de dissuasion contre des tentatives de faire chuter leur régime. Les victimes collatérales de cette guerre américano-israélienne contre l'Iran sont aujourd'hui d'abord le Liban, qui risque de voir de nouveau subir une occupation, de déplacements massifs de population, peut-être une crise politique et déjà une catastrophe humanitaire. Les deuxièmes victimes collatérales, ce sont les pays du Golfe, mais ils ont des moyens financiers autrement plus conséquents que ceux du Liban pour se remettre sur pied. Et puis, la victime collatérale qu'on oublie, que c'est devenu un peu démodé, désuet d'en parler, c'est le droit international. Tout le monde a oublié et ne fait plus la moindre référence au fait que toutes les normes sont parties en fumée et que cette guerre a été décidée sans passer par l'ONU. Au moins en 2003, l'Amérique avait essayé de dire venez avec nous, on va déposer Saddam Hussein. À l'époque, la France, le Vatican, l'Allemagne, beaucoup de pays s'étaient opposés. Mais ils avaient fait l'effort d'aller vers l'ONU. Cette fois-ci, on n'a même pas essayé. On considère que l'ONU est une organisation sclérosée, dysfonctionnelle. Et Trump et Netanyahou ont pris tout seuls cette décision. Je vois également une question ici. Donc je vous suggère de grouper les trois et de faire une réponse groupée. Alors, ma question porte sur l'implication de la France avec l'événement récent d'un décès d'un soldat en Irak, la position un peu particulière d'être exclusivement défensive, mais d'envoyer une flotte très importante en Méditerranée, avec le risque de se prendre un missile sur le fleuron de la flotte française qu'est le Charles de Gaulle. Première partie de la question. Deuxième partie de la question, la rencontre Zelensky-Macron avec la guerre en Ukraine qui est derrière un rideau pudique dans tous les sens, sauf la lutte anti-drone Shahed. J'aimerais avoir votre opinion. Oui, alors sur le premier point, j'ai été très ému ce matin en voyant ce soldat français qui a perdu la vie, parce que ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Quand j'avais 10-12 ans, j'étais au Liban. J'avais l'habitude d'aller jouer au tennis à un stade près de l'ambassade de France qui s'appelait le stade de Shaila. Et c'est là-bas qu'a eu lieu un attentat contre des forces françaises. Et je crois que plusieurs dizaines à l'époque avaient laissé la vie, dont certains que j'avais croisés, qui avaient le même profil que ce jeune soldat mort en Irak. Donc ça m'avait marqué. Et les Américains avaient été également victimes. Plus de 200 GI avaient perdu la vie au Liban. Ça montre que les interventions finissent toujours. Ça nous rappelle encore une fois que ça finit mal. Zelensky, Macron, ça aura une certaine importance, mais c'est triste pour moi de le dire, mais j'ai l'impression que la France est de plus en plus marginalisée dans la région. Cela dit, pour être honnête, c'est toute l'Europe qui est marginalisée. Elle est tellement divisée qu'elle a raté une occasion historique de faire entendre un autre son de cloche. Le Premier ministre canadien à Davos avait fait entendre la voix de ceux qui voulaient offrir une alternative au trumpisme. Mais là, on a vu M. Merz, le chancelier allemand, totalement aligné sur Trump et Netanyahou, alors que l'Espagne est dans une ligne beaucoup plus radicalement hostile. Le Vatican est la voix la plus critique envers cette guerre aujourd'hui. La France essaie d'être dans un entre-deux, mais je ne suis pas sûr que cette politique du « en même temps » ait plus de succès en politique étrangère qu'en politique intérieure, parce qu'aujourd'hui, Macron est critiqué aussi bien en Israël que dans les pays arabes. Et vous me faites penser, à propos de Macron-Zelensky, à un autre sommet qui va être beaucoup plus important, qui va avoir lieu le 1er avril, qui n'a pas encore été annulé. C'est un sommet qui était prévu depuis longtemps entre Trump et Xi Jinping. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vont faire les Chinois dans ce conflit? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils étaient en train d'observer, ils ne voulaient pas ouvertement, mais ils sont très proches des Iraniens. Ni les Russes ni les Chinois ne souhaitent que l'Iran ne tombe dans l'escarcelle américaine, ne revienne dans l'orbite géopolitique occidentale.
et ils ont encore les moyens de faire pression, encore une fois, par l'économie, etc. Donc cette guerre est indirectement une guerre contre la Chine, et ils l'ont très bien compris, les Chinois. Mais comme eux aussi ont ce point commun avec les Iraniens de penser la longue durée, de ne pas accélérer, de ne pas prendre des décisions impulsives, il y a de fortes chances qu'ils finissent par ramasser leurs gains. C'est souvent ceux qui réagissent avec impulsivité et sans avoir planifié qui finissent par perdre lourd. Donc je préfère voir une France à la limite marginalisée qu'une France qui s'embourbe à nouveau au Moyen-Orient, parce que j'ai encore ce souvenir d'enfance des soldats du Drakkar qui ont laissé leur vie. Cela dit, en termes de diplomatie, la France pourrait faire entendre une voix plus forte. En 2003, il ne faut pas oublier que lorsque la France a pris la tête des opposants à la guerre d'Irak, ça a considérablement renforcé le soft power de la France partout dans le monde, et quelques années après, même aux États-Unis, parce que des millions d'Américains se sont rendus compte, après les premières indications que ça allait tourner au désastre, que c'était une erreur magistrale. Donc en 2008, la plupart des Américains avaient rejoint la position française de 2003. Donc le fait de prendre des positions peut-être avec du panache, du lyrisme, même si on n'a pas d'influence, ça peut être utile. Il y a une grande nostalgie des années 60-70 où la France essayait de se montrer non alignée, certes dans le bloc occidental, mais en maintenant des contacts avec l'ensemble des acteurs, l'époque du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Oui, monsieur, merci beaucoup pour tout votre exposé, c'est tout à fait passionnant. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Nous sommes omnibulés aujourd'hui par le pétrole, mais il y a encore un autre sujet qui est très inquiétant, c'est le bombardement des usines de dessalement d'eau. Il y a un vrai problème d'eau qui va arriver probablement sur toute cette région. Et l'eau, c'est la vie pour tout le monde. Oui, vous faites très bien d'aborder cela, parce que c'est précisément cette question du stress hydrique qui était à l'origine de la déstabilisation de la vague de colère en Iran il y a plusieurs mois déjà. Il est arrivé à un tel degré de risque qu'ils ont dit, s'il ne pleut pas d'ici une semaine, nous devrons évacuer Téhéran. Vous imaginez évacuer une ville de plusieurs millions de personnes. Donc en effet, on disait souvent qu'on fait la guerre au Moyen-Orient pour le pétrole. Les ressources hydrauliques sont tout aussi importantes. C'est l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros Ghali, qui disait les guerres de l'avenir se feront autour de la question de l'eau, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus dépendants du pétrole et du gaz, mais les ressources hydrauliques demeurent importantes. C'est également un des enjeux au Liban. Beaucoup de Libanais sont persuadés que comme le pays a beaucoup de ressources hydrauliques, Israël a des ambitions territoriales. C'était peut-être le cas, à mon avis, dans les années 40-50. Ce n'est plus forcément le cas, parce que les techniques de dessalement en Israël, la technologie israélienne est devenue tellement avancée qu'ils n'ont plus véritablement besoin des ressources hydrauliques du Liban, ce qui n'empêche pas que certains ministres israéliens nous disent ouvertement qu'ils ont l'ambition de reconquérir une partie du sud Liban, et ils ont demandé aux Libanais d'évacuer jusqu'au fleuve Zahrani. Donc c'est une très grande partie du territoire libanais. Il y a 2 fleuves d'importance qui passent par là-bas. Donc cette question sera à suivre de très près, et comme je l'avais dit, ça fait partie des 5 questions qui bloquent le règlement israélo-palestinien. La question de l'eau est tout aussi importante que celle de Jérusalem, des réfugiés et de la colonisation. Bien. Une dernière question ? Ici. Merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une question concernant l'Iran en particulier. Vous nous avez présenté toutes les interventions extérieures, ça s'est toujours terminé de façon chaotique, le renversement des régimes, mais l'Iran est un cas, vous ne pensez pas que l'Iran est quand même un cas particulier, parce que c'est l'un des rares pays de la région qui est réellement une nation? Oui. Voilà, on dit souvent que la plupart des pays de la région ont des frontières artificielles. Les 2 seuls pays qui n'ont pas vu leurs frontières changer depuis des millénaires, c'est l'Égypte et l'Iran. Donc en effet, les comparaisons avec l'Irak et l'Afghanistan sont fragiles. Par contre, même si l'Iran est très différent de l'Irak et de l'Afghanistan, il faut quand même avoir en tête les exemples irakiens et afghans, parce que les erreurs américaines sont les mêmes.
Donc c'est à nouveau des prétextes parfois fallacieux, l'absence de planification. Donc même si l'Iran a un territoire, une nation, une civilisation qui remonte à plusieurs millénaires, un nationalisme qui pourrait souder l'ensemble des Iraniens, cela n'empêche pas qu'un certain amateurisme américain ne produise quand même une situation de chaos ou de fragmentation. Parce que le régime est détesté par 85% de la population, certes, mais encore faut-il que ces Iraniens s'accordent sur une figure alternative. Donc vous avez l'héritier du Shah d'Iran, qui est peut-être le plus célèbre, mais vous avez aussi des groupuscules qui sont très actifs, comme les Moudjahidines du peuple, qui ont une base à Paris, qui sont une sorte de secte islamo-marxiste, des gens très endoctrinés, qui ont également des gens dans les prisons iraniennes. Vous avez les gens du courant plutôt démocrate, libéral, comme Narges Mohammadi, qui est une militante des droits des femmes, etc., qui représente peut-être plus l'opposition de l'intérieur, qui a un contact réel avec le tissu social et économique iranien. On reproche au fils du Shah d'être un peu déconnecté des réalités, mais je ne suis pas sûr qu'ils pourront s'unir, parce que même dans la diaspora, lorsque Reza Pahlavi a essayé d'unir quelques dizaines d'intellectuels ou de militants à Washington, qui étaient tous hostiles du régime, cette mini-coalition s'est écroulée au bout de 6 mois parce que les indépendants lui reprochaient d'agir toujours dans une logique monarchiste, c'est-à-dire que, grosso modo, c'est lui qui devait décider de tout. Donc, est-ce qu'il est capable aujourd'hui, 47 ans après, s'il revient en Iran, d'asseoir son autorité, de rassembler les Perses, les Kurdes, les Balouches, les Arabes, les Azéris et l'opposition de gauche, parce qu'il y a également une opposition de gauche et des progressistes en Iran, ce n'est pas gagné, surtout s'il donne l'impression d'être trop proche des Américains et des Israéliens, et donc de faire des concessions sur la souveraineté ou sur les ressources de son pays. Cela serait mal perçu, car il y a cette fibre, encore une fois, de hantise des interférences extérieures dues à ces raisons historiques que j'avais exposées au tout début. Merci, Monsieur Bittard, pour Merci cette à vous conférence. tous.